Bien, bonsoir. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue pour cette soirée d'initiation à l'hypnose. Donc ce soir, je vais vous présenter un petit peu ce qu'est l'hypnose. Il y a des gens qui connaissent déjà un peu ce qu'est l'hypnose ou pas? Non, pas du tout. Enfin, vous avez entendu parler de ça comme ça, mais j'imagine si vous êtes venu, c'est que vous aviez quand même un petit intérêt pour ça. Je vais ce soir vous parler d'hypnose thérapeutique. Donc j'espère que vous n'êtes pas venu dans l'idée que je fasse faire la poule à quelqu'un ou une autre chose qui est plus de l'ordre de l'hypnose de spectacle. Là, ce soir, ce qui m'intéresse, c'est de vous présenter l'hypnose sous l'angle d'une technique qui peut vous permettre de travailler sur vous, de mieux comprendre ce qui se passe à l'intérieur de vous et d'aller surtout modifier ce qui se passe à l'intérieur de vous. Parce que parfois, on n'a pas forcément besoin de comprendre ce qui se passe pour malgré tout pouvoir modifier des choses quand on sent que ça ne va pas, quand on sent qu'il y a des choses qui bloquent, quand on sent qu'il y a des mémoires, des souvenirs, ou alors des attitudes, des habitudes qui sont un petit peu dérangeantes. Voilà. Donc ce que je vais vous proposer, c'est qu'on fasse connaissance pour pouvoir créer une petite connexion entre vous quand même, et puis surtout que vous puissiez ensuite me dire qu'est-ce qui vous motive à venir. En gros, qu'est-ce qui vous motive à venir ici ce soir? Donc, pourquoi venir à une conférence sur l'hypnose? Et si jamais cette technique pouvait vous aider à faire quelque chose, pouvait vous aider à changer quelque chose, qu'est-ce que vous aimeriez qu'elle vous aide à changer? Alors, qu'est-ce qui ressort de cet échange? Est-ce que vous avez envie de partager avec le reste du groupe les motivations qui vous ont amené ici ce soir? Alors moi je m'appelle Véronique, j'ai 53 ans. Le pourquoi de ma venue, c'est un mal-être depuis un an, suite à un décès d'un de mes petits-enfants et à une séparation de mon conjoint qui est récente. Et ce mal de vivre est en train de me ronger. D'accord, ok. Donc l'envie de sortir de cet enfer-là et de cette souffrance-là. D'accord, ok. Très bien, merci beaucoup. Oui. Moi, je m'appelle Gérard, j'ai 53 ans. Je suis à peu près dans la même situation que madame, mais pour d'autres raisons. Donc je voulais voir ce qu'effectivement, ce qu'était réellement l'hypnose thérapeutique. Parce que, le spectacle, j'en ai déjà vu et je n'y crois pas trop. Et puis voir éventuellement si je pouvais en tirer bénéfice. D'accord. Oui. Moi je m'appelle Sylvie et c'est un petit peu pareil en fait. J'ai l'impression de végéter un petit peu, de peut-être pas de faire ce que j'ai réellement envie de faire et je ne sais même pas ce que j'ai envie de faire. D'accord. Et oui, et quand on ne sait pas ce qu'on a envie de faire, parce qu'on a une espèce de brouillard devant soi ou quelque chose qui est flou, c'est clair qu'on n'a pas beaucoup d'autre choix que de végéter. Hein. Parce que sinon, si c'est pour aller dans des directions où on passer à... essaie quand même de bouger, de faire des choses, mais ça n'a pas de sens. c'est superficiel. Voilà, c'est ça. Quand c'est superficiel, c'est pas essentiel. On n'est pas dans l'essence. Alors moi c'est Jeanne, j'ai 58 ans et j'ai tout à fait pareil. J'ai beaucoup de migraines, énormément de migraines. Et je pense que mes migraines viennent de tout ce que j'ai à l'intérieur, des souffrances, des choses qui sont, pour moi j'ai mal vécu, pour d'autres auraient peut-être bien vécu, mais moi j'ai très très mal. D'accord. Et ça me crée d'énormes migraines. J'essaye cette méthode-là, l'hypnose, voir si ça peut m'aider. Voilà. De la motivation j'en ai, de l'envie j'en ai, de l'info j'en ai, mais j'ai ces migraines qui me mettent par terre et je suis bloquée. D'accord, ok. Très bien. D'accord, ok. Donc vous avez tous, quelque part, envie que l'hypnose puisse vous servir à changer quelque chose à l'intérieur de vous-même, dans votre psychologie, dans votre façon de voir le monde, de vivre le monde. Donc effectivement, on va... Ah, je vais appuyer sur le bon bouton. On fait ça régulièrement. Alors, j'aime bien démarrer les conférences par cette phrase qui est un
un petit peu humoristique aussi quelque part, c'est qu'on a tous développé l'art de se gâcher la vie. Alors pour certains, il y a certaines choses qu'on a développées dans notre vie, puisque depuis que vous êtes tout petit, finalement, depuis que vous êtes dans le ventre de votre mère, vous êtes sous l'influence de beaucoup de stimulation extérieure. Et donc, tout votre système, tout ce que vous êtes, vos cellules, votre système nerveux, etc., c'est construit en relation, en rapport avec cet environnement qui vous entourait. Et au fur et à mesure que vous avez grandi, votre système nerveux a intégré des apprentissages. C'est programmé progressivement par rapport à toutes les expériences que vous avez vécues. Donc il y a un certain nombre de choses que vous n'avez pas choisies. Il y a un certain nombre de choses dont vous êtes fait, un certain nombre de choses que vous pensez, un certain nombre de réactions que vous avez, et qui ne sont pas des choses que vous avez choisies. Pourquoi? Parce que déjà, dans le ventre de votre mère, vous n'aviez pas beaucoup de choix que de vivre ses propres émotions à elle, et de ressentir ce qu'elle ressentait, donc ça a un impact. Et puis ensuite, quand vous êtes sorti du ventre de votre mère, vous n'avez pas eu le choix non plus, puisque jusqu'à l'âge à peu près de 7 ans, votre système nerveux se met en place, mais vous n'avez pas encore, et les enfants n'ont pas encore, une capacité de réflexion et de prise de recul par rapport aux événements de la vie. Donc, un adulte qui leur dit quelque chose, une situation qui est vécue, même si c'est passager, ça peut imprimer quelque chose, une croyance, un système qui va ensuite pouvoir durer dans le temps si jamais ça a été fortement marqué. D'accord? Donc, il y a quand même un certain nombre de... effectivement, si vous avez des portables, juste les mettre en mode silence. Donc, en effet, il y a des comportements que vous avez appris, que vous n'avez pas choisis. Par contre, il y a des comportements que vous avez appris, que vous avez choisis. C'est-à-dire un certain nombre de choses que vous avez mis en place dans votre vie, et parce qu'à un moment donné, vous avez pris des choix, vous avez pris des décisions. Alors, ça ne veut pas dire que ces choix et ces décisions, ils étaient volontaires dans le sens de dire, tiens, je vais faire ça pour me faire du mal. C'est souvent des choses que l'on fait parce qu'on n'a pas d'autre solution à notre disposition à ce moment-là. C'est-à-dire, je me retrouve dans telle situation, dans tel cas de figure, de réaction, par exemple, que ce soit à l'école, que ce soit avec la maîtresse, que ce soit dans n'importe quel domaine, après quand vous grandissez, mais vous vous retrouvez dans certaines situations, vous ne savez pas comment réagir, alors instinctivement, vous adoptez certains types de comportements, puis si vous vous sortez de la situation, la fois d'après, vous réadoptez le même comportement, puis encore la fois d'après, puis à la fin, ça devient quelque chose que vous faites tout le temps. D'accord? Ça crée un automatisme chez vous, une habitude. Mais l'art de se gâcher la vie, donc c'est un peu cette idée-là, c'est de dire, il y a des choses que je fais dans mon quotidien, des réactions que j'ai, je sais qu'elles ne sont pas bonnes pour moi, ou en tout cas qu'elles me posent problème, et parfois elles posent problème à mon environnement et aux personnes qui m'entourent. Et j'ai beau le savoir, et j'ai beau me dire, j'aimerais que ça change, par la volonté. Vous savez, souvent on dit la volonté c'est une grande qualité, il faut avoir de la volonté. Et j'ai beau me dire, tiens, j'aimerais bien changer ça, j'arrive pas à le changer. Donc ce que j'aimerais, c'est que vous me disiez, si vous avez comme ça des choses que vous faites parfois, des comportements, des attitudes, des façons de réagir dans certaines situations, vous avez bien noté depuis un certain temps que c'est pas bon pour vous, mais vous n'arrivez pas à vous en débarrasser. Oui, c'est pour dire toujours oui. Ah, de dire toujours oui, ça c'est une chose. Être toujours d'accord. D'accord, toujours disponible, toujours prête, toujours oui. D'accord, ok. Alors qu'il faut que je sache dire non, et pour me préserver, pour ma propre personne, qui me ferait vraiment du bien. Alors j'y arrive une fois, oui. Puis c'est j'oublie après. D'accord. Il y a un très bon film sur ce sujet-là qui s'appelle Yes Man. Je vous conseille vivement de le voir avec, comment il s'appelle, cet acteur américain qui est très drôle, Jim Carrey. Avec Jim Carrey, ouais. Ça me fait penser à ça parce que le but du jeu c'est qu'il dise oui à tout et donc ça l'entraîne dans une aventure dans sa vie qui est assez hallucinante. Mais lui il dit tout le temps oui, par contre, tout le temps. À chaque fois qu'on lui propose un truc, il dit. Mais ça peut être intéressant pour vous, ça peut vous montrer les choses sous un angle un peu différent. Ok? Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'il y a comme comportement, comme façon de faire, comme réaction, que vous savez, vous avez et que vous vous dites tiens, ça c'est quelque chose, j'aimerais me débarrasser. Et pour autant, vous n'arrivez pas à le faire. C'est tout repousser au lendemain. Alors, À la dernière minute. Voilà, repousse au lendemain à la dernière minute. La procrastination. D'accord? Ok, c'est une technique de motivation en même temps. Certaines personnes qui ont besoin de se retrouver confrontées à l'échéance pour avoir toute la motivation et toutes les ressources qui arrivent d'un coup, et ça se fait dans le stress.
Mais des fois, du coup, ça permet de faire aussi des choses qui sont pas mal. Quoi d'autre? D'autres idées comme ça? Ben, moi, personnellement, quand ça va pas, je vais m'enfermer. Mais quand je dis m'enfermer, c'est m'enfermer globalement, aussi bien chez moi que ma propre personne. Alors, je Oui. sais qu'il faudrait que je sorte et que je m'extériorise. Et ça, par contre, même si je le sais, je le ferai pas. Je vais toujours prendre l'option, D'accord. D'un repli sur soi. oui, mais c'est systématique. D'accord, ok. Ok. Très bien. Ouais, moi aussi, j'ai quelquefois le repli, en fait, un repli, alors que je ne devrais pas l'avoir, je sais. Pourquoi mais vous ne devriez pas l'avoir? je ne sais pas, parce que tout va bien, parce que, je sais pas, et quelquefois, voilà, une certaine gêne ou Mhm. quelque chose ou un manque d'assurance, je ne sais pas, qui fait que, voilà, je deviens froide et puis, voilà, Alors c'est intéressant ce que vous dites, parce que quand vous parlez d'une certaine gêne, ça me fait penser aux gènes que vous avez dans votre ADN, d'accord? Et vous avez déjà entendu parler de ça. Dans les cellules, il y a un noyau, on va dire, voilà. Et dans ce noyau, il y a des chromosomes, et ces chromosomes sont constitués de brins d'ADN, d'accord, qui sont enroulés, réenroulés, réenroulés, réenroulés. Et tout ça, ça constitue la cartographie de votre corps. C'est-à-dire dans chaque cellule, vous avez la carte complète de votre organisme, d'accord? Et chaque cellule va se spécialiser. Et pour ça, il va y avoir des gènes, donc c'est des petites séquences d'ADN, comme ça, qui vont avoir certaines fonctions, et qui vont être pour programmer la couleur de vos yeux. Alors le truc, c'est que ça, c'est programmé par vos parents. C'est les gènes, c'est le mélange des deux parents qui vont donner une carte précise de, qui vous allez, de ce que vous allez devenir. D'accord? Le truc, c'est que ces gènes se programment en fonction de l'environnement. C'est-à-dire que les cellules de vos parents, en fonction de leur expérience de vie, se sont encodées d'une certaine façon et vous ont transmis un certain code en fonction de leur propre vécu. Donc si par exemple ils ont eu une vie très très compliquée sur un certain point de vue, ils vous auront transmis dans leur gène une certaine façon de réagir face à certains événements pour que vous puissiez y survivre. C'est-à-dire qu'eux, ils se sont retrouvés en danger à un moment donné. Donc dans leur gène, c'est programmé le attention danger dans telle et telle situation. D'accord ? Et vous êtes arrivé avec ce truc-là. Donc à un moment donné, vous vous retrouvez des fois à avoir des choses qui ne vous appartiennent pas. Alors jusqu'à présent, on pensait que c'était héréditaire et que c'était comme ça. C'est-à-dire, en gros, de toute façon, je suis fait comme ça, c'est dans les gènes, ça c'est la biologie telle qu'elle était jusqu'à présent, pensait ça. Sauf qu'aujourd'hui, avec les études qui se font en épigénétique, c'est-à-dire pas la génétique, mais l'épigénétique, c'est-à-dire l'étude de l'influence de l'environnement sur les gènes, on sait que les gènes sont comme des sortes d'interrupteurs qui vont pouvoir être activés ou désactivés. Donc votre mère vous a peut-être légué, par exemple, une maison, un plan de maison où il y a que 3-4 pièces qui sont allumées et puis il y en a 3-4 qui sont éteintes, on va dire. Et du coup, vous allez vous jamais dans celles qui sont éteintes parce que ça fait peur et parce que si ma mère nous a laissé éteinte et qu'elle n'a pas mis la lumière là-dedans, c'est que ça va pas être un endroit pour moi. Sauf que, en fait, vous avez tout à fait la capacité de pouvoir vous modifier votre rapport à votre environnement et reconfigurer vos gènes et activer ces interrupteurs et du coup changer des choses en vous, alors que jusqu'à présent vous aviez l'impression que c'était tellement là et que vous ne pouviez pas le changer. D'accord ? Alors avec l'hypnose ou avec la PNL ou avec d'autres approches, il est tout à fait possible, on sait maintenant que vous allez avoir un impact, vous avez un impact en fonction de la façon dont vous vivez votre vie sur votre génétique. Donc c'est pour ça que c'est intéressant quand vous dites, je ressens une gêne, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai cette façon de me replier sur moi-même, etc. Voilà. Donc il y a peut-être eu des choses qui se sont passées dans votre vie sans que vous en soyez consciente et qui font que, quand vous étiez enfant, ou même peut-être avant, et qui font que, il y en a certains qui arrivent avec cette attitude-là, et puis il y en a d'autres qui arrivent avec une attitude très extravertie. Pourquoi ? Parce que eux, ils ont compris, ou d'autres ont compris avant eux, que l'extraversion et le fait de s'imposer, ou le fait d'être là, présent, etc., c'était plus un mécanisme de survie. C'est toujours en fonction de la survie que vous faites les choses. Et il y a deux grands modes de survie. Si on devait les séparer, on dirait qu'il y a deux grands modes de survie. Vous avez le mode défense, c'est-à-dire que vos cellules, pour pouvoir survivre, soit quand elles se rendent compte qu'elles sont dans un environnement toxique,
elles se ferment, elles coupent la communication avec l'extérieur, elles se réduisent, enfin bref, elles se mettent en mode défense. Et si on les met dans une culture, vous savez, on prend une cellule, on l'enlève de votre corps, on la met dans une culture avec ce qu'il faut, des minéraux, etc., elle vit, hein. Elle n'a pas besoin de votre corps pour vivre. D'accord? Le truc, c'est que si on lui met des toxines dans son environnement, des choses toxiques pour elle, elle va se refermer, elle va se replier, elle va couper les communications et elle va prendre une certaine forme, elle va se comporter d'une certaine façon. Si jamais on enlève les toxines et qu'on met plutôt un environnement avec d'autres cellules ou avec de la nourriture, etc., ce qu'il lui faut, elle va au contraire avoir tendance à s'ouvrir, à rentrer en communication avec ce qu'il y a autour et à se nourrir. Et ensuite, ces cellules toutes seules, bah, qu'est-ce qu'elles font quand elles veulent encore plus grandir et avoir une conscience de l'environnement qui est encore plus grande? Parce qu'elles arrivent à un certain stade, à elles toutes seules, elles ne peuvent pas aller plus loin qu'un certain stade de développement. Donc qu'est-ce qu'elles font? Elles vont se combiner avec d'autres cellules de façon à créer un organisme multicellulaire plus grand qui va avoir une conscience de l'environnement plus grand et qui va pouvoir survivre encore mieux dans l'environnement. Et ça donne des êtres humains au bout de quelques millions d'années d'évolution. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà, au sein de votre corps, vous avez ces mécanismes qui sont soit un mécanisme de défense, de rétraction, de repli sur soi, soit un mécanisme d'ouverture, de croissance et de je me nourris de ce qui se passe à l'extérieur à partir du moment où je perçois, où j'interprète mon environnement comme étant positif. Vous avez déjà remarqué ça dans votre vie quotidienne. Quand vous êtes dans un endroit où vous avez l'impression que les gens sont agressifs, ou que vous ne vous sentez pas à votre place ou quoi que ce soit, vous avez tendance à vous replier sur vous, à vous sentir une espèce de stress, une souffrance, les choses se contractent. Donc, c'est toutes les cellules de votre corps. C'est-à-dire que le système nerveux fait passer l'information de ce qui se passe à l'extérieur, parce que bien évidemment, les cellules de votre foie, de vos os, de tout ça, elles ne voient pas ce qui se passe à l'extérieur. C'est pour ça que la nature a bien fait les choses, elle a créé des cellules spécialisées qui ont le rôle de dire, nous, on voit ce qui se passe à l'extérieur, on envoie l'information pour que tout ce qui est à l'intérieur s'adapte. Donc, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez ce qui se passe à l'extérieur de vous, et à un moment donné, il y a des messages, votre cerveau commande à votre corps de réagir de tel... Et toutes les petites cellules, clac, 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 elles se mettent à avoir un certain comportement. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que c'est très complexe. Mais vous allez, selon le comportement de votre corps, vous allez en ressentir ce que vous appelez une émotion, ce que vous appelez une sensation physique. C'est que votre corps, par exemple, quand vous sentez une souffrance, c'est que votre corps il est en mode défense. Mais quand il est en mode défense, normalement, il est en mode défense pour un court moment, logiquement. C'est ce qu'on appelle la réaction de stress. D'accord? C'est-à-dire que si vous vous retrouvez dans un environnement qui est, on va dire, potentiellement dangereux ou qu'il se passe quelque chose de difficile, et que votre système doit s'habituer à ce qui vient de se passer parce que c'est quelque chose d'inattendu, normalement, vous avez tout un processus qui se met en place pour vous aider à passer à l'action. Soit à fuir, partir en courant, soit à vous combattre. Vous connaissez hein, ce processus qui est inscrit instinctivement dans votre système, qui consiste dans certaines situations qui nous paraissent dangereuses, soit de fuir, soit d'attaquer, soit ça nous inhibe, on ne bouge plus. Un peu comme la gazelle quand elle se fait courir après quand le lion lui court après, d'abord elle court, après quand le lion l'attrape, elle se débat, et quand elle voit qu'elle ne peut plus se débattre, elle fait la morte, en espérant qu'il la laisse tranquille. Sauf que généralement, il ne la laisse pas tranquille. D'accord? Les chats font ça par contre. Si la souris elle fait la mort, les chats, c'est plus rigolo, ils ne jouent plus, alors ils la laissent sur le côté. D'accord? Donc, ce qui fait que vous avez... le gars qui n'est pas tranquille, qui est en mode défense, il va voir si la porte s'est pas ouverte. Donc en fait, vous avez ces mécanismes qui sont inscrits vraiment profondément dans votre corps. Et quand vous êtes bien, par contre, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand vous êtes avec des gens autour de vous, que vous êtes à l'aise, que vous sentez que les gens sont bien, qu'est-ce que vous avez envie? Vous avez envie de leur parler, vous avez envie de les toucher, vous avez envie de faire des choses avec eux, des jeux, des activités, de manger. Vous êtes en mode croissance. D'accord? Ce mode croissance, il est bien évidemment utile pour la survie. Si vous restez qu'en mode défense, que vous vous fermez, que vous ne vous nourrissez plus, que généralement quand on est en mode défense, alors bon, des fois si on se gave, du coup, pour certains, mais vous êtes en train de donner une information à votre corps, quand cette information de défense est trop longue ou trop prolongée que vous ne retrouvez pas votre équilibre. Parce que le corps, vous connaissez le système de l'homéostasie, vous avez déjà entendu parler de ça. C'est Claude Bernard qui avait découvert que notre corps, toutes les fonctions de notre corps sont faites pour rester
pour trouver toujours un équilibre. D'accord? Et donc, l'idée, c'est que toutes les fonctions physiques, chimiques, etc., vont toujours être là pour que vous puissiez garder un certain pH au niveau de votre corps. Parce que si vous dépassez un certain pH, ben, c'est la mort. D'accord? Donc, même si vous buvez 1 litre d'acide, votre corps va trouver le moyen de compenser pour pouvoir rester en vie. Bon, vos intestins, ils sont fichus, le système digestif, mais pour éviter que le pH trouve. Donc tout ça, c'est une question d'équilibre intérieur. Et quand l'équilibre n'arrive pas à être retrouvé, c'est que parfois, il y a certains gènes qui sont gênés par ce qu'on appelle une méthylation, je vais en parler plus, mais en gros, c'est un peu comme si l'interrupteur, là, on pouvait allumer la lumière pour pouvoir retrouver l'équilibre, clac. Et là, j'ai pas accès à l'interrupteur parce qu'il y a une espèce de grosse gélatine dessus qui vient bloquer l'interrupteur et je ne peux plus y accéder. D'accord? Donc, ce qui fait que vous vous retrouvez avec un système qui ne s'autorégule plus. Parce qu'il s'est retrouvé soit épuisé par ce que vous avez vécu, soit il est déjà, je dirais, mal programmé à la base parce que vous avez hérité d'un système de par la façon d'être de vos parents, la façon de vivre, etc., qui était déjà mal réglé, quoi, on va dire. D'accord? Mais pour autant, ça ne veut pas dire que ça ne se change pas. C'est ça qui est génial avec l'épigénétique. C'est que vous pouvez vraiment changer votre état d'esprit, mais quand vous changez votre état d'esprit, vous changez également toute la chimie de votre corps et toute la façon de se comporter de vos cellules, de vos organes, etc., etc. Donc vous pouvez être presque une nouvelle personne, une autre personne. D'ailleurs, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé quand vous dise ça. Dans certains moments de votre vie, que je ne sais pas, peut-être à des moments où vous avez été bien, radieux, ou quand vous dites tiens c'est marrant, tu as changé, c'est comme si vous êtes toujours la même personne, ça fait pas longtemps, mais il y a quelque chose qui a changé chez vous. Ça se modifie au niveau de votre physiologie, votre système nerveux, votre pensée, c'est des signaux électriques dans vos neurones, d'accord? C'est de la communication électrique, mais qui se traduit par des substances chimiques, et ces substances chimiques vont être des messagers qui vont donner des informations dans votre corps, et tout ça, ça crée une espèce de grande soupe, d'accord, dans laquelle baignent vos cellules. Et alors, quand on se retrouve face à certains chocs importants et qu'on n'arrive pas à retrouver l'équilibre, et quand ça a duré longtemps, on a épuisé notre système, et bien du coup, on a bien du mal à retrouver une énergie, retrouver un équilibre, retrouver une vision des choses positives. Voilà. Mais c'est pas pour autant que c'est quelque chose de définitif, même si parfois on peut en avoir l'impression. Parce qu'on est tellement pris dans cette souffrance, c'est-à-dire dans ce sentiment que j'aimerais pouvoir vivre ma vie d'une façon bien plus positive, bien plus dynamique. La souffrance, c'est souvent ça, c'est souvent le décalage qui est entre l'idéal de vie que vous vous faites et la réalité de ce qui vous arrive au quotidien. Et souvent, par exemple, quand on est dans une relation, c'est la souffrance de la perte est liée au fait que je m'étais programmé dans ma tête, je m'étais fait des films un peu, je m'étais dit, tiens, avec cette personne, peut-être que c'est la bonne, ça va durer des années. Enfin, et notre système, il a besoin comme ça d'essayer de trouver quelque chose qui va durer, qui va être permanent, qui va être rassurant. Il essaye de trouver une sorte de forme de confort dans une relation, dans un travail, etc. Vous voyez? C'est ça qu'on recherche quelque part. Le truc, c'est que souvent, ça arrive que dans la vie, les choses ne se passent pas exactement telles qu'on s'y attendait. Et automatiquement, quand on se retrouve face à ces événements qui cassent un peu nos visions, nos idéaux, ce qu'on s'était dit que la vie pourrait être, etc., il y a une espèce le système se met en mode défense, parce que du coup l'environnement devient dangereux, la vie devient dangereuse, il s'est passé ça, il y a eu des trucs, c'est un accident, et du coup je me mets en mode défense, et là je me referme, et j'ai un peu tendance à me replier, et j'arrive plus à me remettre en mode croissance, difficilement. D'accord? Alors on va voir que, effectivement, l'art de se gâcher la vie, en gros l'idée c'est comment changer une mauvaise habitude, comment changer un mécanisme qui s'est installé dans votre esprit, qui s'est installé très profondément dans votre inconscient, et qui devient une espèce d'automatisme, c'est-à-dire que vous n'arrivez plus à fonctionner autrement
que par cette façon d'être, cette façon de penser, puis vous ressassez les mêmes pensées, et puis du coup, vous voyez votre environnement d'une certaine façon, vous sélectionnez dans votre environnement certains événements, certaines choses, et puis vous vous racontez une histoire qui correspond à ce que vous ressentez de négatif, et hop, c'est un peu le cercle vicieux, on s'entretient dans quelque chose. D'accord ? Et c'est très difficile d'en sortir parce que c'est un peu comme si on demandait à un poisson rouge qui est dans un bocal avec de l'eau un peu polluée et un peu croupie, quoi, de changer lui-même l'eau de son bocal. Ça paraît peu probable. Qu'il sorte lui-même du bocal, qu'il puisse voir ce qui se passe, qu'il puisse changer l'eau. C'est ce qui se passe dans votre tête. Des fois, c'est compliqué parce que je suis dedans, je vis dans ma réalité, je vis dans la réalité que je me suis construite dans ma tête. Et donc, si je n'ai pas quelqu'un à l'extérieur pour m'aider à m'extraire de ça, pour pouvoir remettre un petit peu de nouveau là-dedans, et quelque chose d'un petit peu plus clair dans mon esprit, du coup, il y a des chances que je continue de croupir dans mon eau, quoi. Hein, donc. Alors, à quoi sert la psychothérapie ou le coaching? Vous avez une petite idée de la différence entre ces deux approches? Psychothérapie, c'est peut-être le retour au passé, un petit peu, peut-être, des événements passés qu'on essaye d'y repenser. Oui. Et coaching, c'est peut-être c'est plus aller vers l'avenir, en avant, le futur. Voilà, alors c'est très bien. C'est ça? Ouais, c'est assez bien résumé. Donc je vais juste garder, c'est bien résumé. Effectivement, l'idée de la psychothérapie, alors la thérapie, c'est le fait de guérir ou de soigner, on va dire. D'accord ? Et psycho, de guérir ou de soigner la psyché. Ok ? L'idée de la psychothérapie, effectivement, c'est que c'est un changement remède. C'est-à-dire que on va pas vous faire changer, on va pas vous changer les événements passés. Parce qu'ils se sont passés, ces événements-là. On ne peut pas les changer. D'accord ? Ce qu'on va vous aider à faire, c'est aller vivre dans votre présent d'une façon différente. On va vous aider à changer la relation que vous avez avec ces événements passés. Et donc, du coup, l'émotion négative que vous ressentez à l'égard de tel ou tel événement. D'accord ? Donc, cet événement va rester dans votre souvenir. Il va toujours être présent, mais quand vous allez y penser, il ne va plus vous faire réagir et vous faire ressentir la même émotion qu'avant. C'est ça le but de la psychothérapie. D'accord ? Ce qui fait que vous allez pouvoir lâcher un poids, lâcher quelque chose, pour pouvoir vous sentir plus à l'aise dans votre présent. Mais, parfois, le fait d'être plus à l'aise dans son présent parce que je me suis libéré d'un poids qui concernait ma relation à mon père, qui concernait un accident que j'ai eu, qui concernait une mauvaise expérience avec telle ou telle personne, enfin bref, ça ne suffit pas pour être heureux. Pourquoi ? Parce que si je ne suis pas connecté à quelque chose qui donne du sens à ma vie, si je ne sens pas dans ma vie que j'ai une raison d'être, que je suis utile, je reprends l'exemple des cellules de tout à l'heure, dans votre corps, chaque cellule a une fonction. Elles sont toutes différentes et elles ont toutes une fonction précise. Si elles ne jouent pas leur rôle et qu'elles n'adoptent plus leur fonction, qu'est-ce qu'elles deviennent ? Une cellule cancéreuse. C'est une cellule qui vit mais qui n'est plus en adéquation avec son milieu, qui n'est plus utile pour l'organisme. Et elle va se démultiplier et créer d'autres cellules qui seront inadaptées, jusqu'à faire ce qu'on appelle, je ne me rappelle plus du nom, ça ne me revient plus tout de suite, mais enfin bref, cancéreux, quoi. Vous avez le nom, non ? Une tumeur. Tumeur. D'accord ? Pourquoi ? Parce que, en gros, je ne suis pas adapté au milieu, donc je meurs. Je ne suis pas utile, donc... Alors, c'est les cellules, elles se développent, elles sont vivantes, mais quelque part, ça fait mourir le reste de l'organisme. C'est pareil dans une société. Chaque humain, étant une cellule de cette société, a besoin, dans une famille, dans un groupe plus grand, dans une communauté, puis après dans une société, a besoin de se sentir utile. C'est comme ça, c'est le modèle de la survie du vivant. C'est le modèle du vivant, il est comme ça. Il faut qu'il ait un rôle à jouer. Un arbre, il a un rôle à jouer, sinon il est inutile, il n'a rien. Donc l'être humain, il a besoin d'avoir un rôle. Le truc, c'est parfois difficile de savoir quel est le rôle que je suis amené à jouer dans ma vie. Alors des fois, on attend de savoir, mais quel est le rôle qui m'était prévu ? S'il y a un Dieu, s'il y a un destin, s'il y a un karma, après on peut aller chercher dans toutes les philosophies
le sens. Et parfois, on attend que quelqu'un nous apporte le sens de notre vie sur un plateau. Moi, j'ai l'impression que on peut aussi définir le sens qu'on veut donner à notre vie. En fonction de nos talents, en fonction de nos aptitudes, de nos capacités naturelles et des choses que l'on peut, des dons éventuellement, et des choses que l'on peut développer. On a tous quelque chose pour lequel on est meilleur et des choses sur lesquelles on est moins bon. Et quand on sait dans ces choses qui sont meilleures, ces choses qui sont meilleures, dans lesquelles on est meilleur, si on sait les développer et que l'on a la croyance que l'on peut vivre de ça, c'est souvent ça le problème. Par exemple, il y a peut-être quelqu'un qui est doué pour le chant, mais si tout son environnement lui a dit « tu ne vivras jamais de la chanson », il a installé une croyance limitante qui dit « ça ne sert à rien que je chante, ça ne sert à rien que je développe ça, parce que j'en vivrai jamais, il faut que je fasse un autre métier de comptable, et c'est comme ça que j'arriverai à gagner ma vie. » Là, on est en mode sécurité. D'accord ? Je sécurise ma vie financièrement, mais je ne développe pas le talent, le don ou le rôle que je peux jouer. Ça se trouve, cette personne, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'émotions, qui est un poète, qui a des choses à transmettre et qui va faire du bien au reste de la société. Parce qu'un chanteur, il est utile. Ça vous fait du bien de voir un chanteur que vous aimez bien. Donc qu'est-ce qu'il vous apporte ? Il vous apporte du bien-être, il vous apporte du bonheur, donc il est utile. Tout le monde est utile. Donc après, l'idée, c'est de se dire, bah moi, quel est mon rôle ? En quoi je suis utile ? Alors moi, par exemple, pour vous donner un petit exemple personnel, aujourd'hui, mon métier, c'est d'accompagner les personnes à changer ce qui leur déplaît en eux-mêmes ou dans leur vie. C'est pas moi qui vais changer pour eux ce qui ne va pas dans leur vie. Je les aide d'abord à changer en eux-mêmes pour qu'ensuite ils trouvent les ressources et les solutions pour changer eux-mêmes leur vie. D'accord ? Les extraire de leur conditionnement négatif, de leur programme, des choses qui les limitent et qui les empêchent d'accéder à ce qu'ils sont, qui vous empêchent d'accéder à ce que vous êtes vraiment au fond, pourquoi vous êtes fait. D'accord ? Alors parfois ça va être de se débarrasser d'un petit comportement gênant, ça s'arrête là, une séance, 2 séances, 3 séances, 4 séances, bon, ça peut être quelque chose. Parfois c'est des accompagnements un peu plus longs parce que les personnes se cherchent en termes d'identité, en termes de vocation, en termes de qu'est-ce que j'ai envie de faire dans ma vie, qui en j'ai envie. Voilà, ça va être un travail, parfois un accompagnement qui va être plus long, ça peut durer 6 mois, 1 an. C'est rare que ça dure plus d'1 an, souvent c'est voilà, à peu près le délai pour ceux qui... Parce qu'après au bout d'un moment, hop, ils se retrouvent avec certaines ressources, une vision plus claire, etc. Hop, ils n'ont même plus envie de venir après, parce qu'ils sont, ils sont sur les rails de nouveau, d'accord ? Donc, l'idée du coaching... Alors oui, je continue juste sur le pourquoi je suis là et pourquoi je fais ce métier. Moi, j'étais plutôt mal dans ma peau, plutôt complexé, plutôt introverti, c'est-à-dire j'avais exactement ce que vous me dites là, c'est-à-dire que dès que je me retrouvais en dehors d'un environnement que je connaissais vraiment, avec qui j'étais à l'aise, fermeture immédiate des portes. J'étais même sauvage, c'est-à-dire que même quand ma famille, mes oncles, mes tantes venaient chez moi, je restais dans ma chambre, je me mettais sous le bureau et ma mère, elle m'appelait, il est là, et au bout d'un moment, elle avait compris, ma mère, parce qu'elle était un peu sauvage aussi, alors elle m'avait un peu transmis son truc. Donc quand les gens disaient il est là, Guillaume, des fois ils disaient non, il n'est pas là, alors qu'en fait, moi j'ai grand soulagement dans ma chambre, je me disais c'est bon, je ne vais pas être obligé d'aller les voir. Donc c'est pour vous dire que j'étais pas très à l'aise avec l'environnement, d'accord ? Et le fait est que du coup j'ai développé une personnalité. Il a fallu que j'arrive à m'en sortir quand même dans ce monde, donc j'ai développé une espèce de personnalité parfois un peu provocante, etc., pour arriver à dépasser ce complexe, ou à dépasser ce complexe d'infériorité. Alors qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai développé un complexe de supériorité à des moments. D'un coup, il fallait que j'ai de la force du truc. Alors. Donc du coup, j'avais une personnalité comme ça qui, soit j'étais un peu en retrait et timide et pas très à l'aise, ou soit d'un coup, c'était genre, je pouvais raconter n'importe quoi devant tout le monde et c'était pas équilibré. Et puis, le temps a fait que moi, je me posais beaucoup de questions sur ma vie, sur le sens de la vie, sur le sens de l'univers. J'avais vraiment pas, j'adhérais pas du tout à la vision du monde que me présentait mon environnement à ce moment-là. Ma famille, mes parents, la société, les informations à la télé, enfin, tout ce que je voyais, je me disais, mais non, mais c'est pas ça peut pas être ça la vie, c'est pas possible, on ne vient pas au monde, on n'a pas qu'une vie pour... Ah là, bah si, la vie, il faut que tu ailles à l'école, et puis après, il faut que tu trouves un travail, et puis le travail, il est juste là pour te ramener un salaire, parce qu'il faut que tu vives, tu survives. En fait, c'était pour une vie de survie, pour moi, ça c'était pas normal, c'était un truc qui clochait. Donc, du coup, tout le monde me disait, Guillaume, c'est un rêveur, c'est un idéaliste, il est un peu perché, il faudrait même qu'il remette les pieds sur terre, etc.
Donc j'ai fait des études dans des trucs type menuiserie, ébénisterie, agencement, enfin des trucs très terre à terre, hein, pour revenir. Et le truc, c'est qu'au final, je me suis retrouvé dans un environnement ensuite professionnel dans lequel je voyais plein de gens souffrir. Et moi, je me disais, c'est pas possible, on ne peut pas à 25 ans, 30 ans, être déjà au bout de sa vie, quoi. Avoir l'impression que rien ne peut changer, être résigné. Cette résignation, ça me révoltait. Donc j'ai commencé à rentrer, mettre un doigt dans le développement personnel vers l'âge de 25-27 ans. Je commençais à lire quelques livres, et alors là, ça a été la révélation. Tiens, il y a des gens qui sont aussi tordus que moi, mais apparemment, c'est des docteurs, des scientifiques, enfin des gens qui, a priori, quand même, ont l'air d'avoir un certain niveau de connaissance et qui pensent la vie comme moi. Pas tous, hein, mais certains. Donc, du coup, je me suis intéressé à ça, puis petit à petit, j'ai gravité là-dedans. Jusqu'au moment où j'ai décidé que, enfin, je me suis rendu compte que j'avais un talent naturel. Je lisais les livres, je les comprenais plutôt bien, et après, je les racontais d'une façon très très simple dans des amis, dans des soirées, à des gens qui n'étaient pas du tout dans le truc. Alors, je leur racontais ça un peu de façon rigolote, etc., avec des images, avec des métaphores pour qu'ils comprennent un peu le truc. Les gens, ils comprenaient des trucs très compliqués, ils me disaient, mais c'est fou quand même, toi, t'es vraiment... Mais moi, à ce moment-là, j'étais vendeur de téléphone mobile, j'étais pas formateur ou quoi que ce soit. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, tu as un talent pour ça, tu as un talent, ça t'intéresse, ça te passionne, ça te fait vibrer, les bouquins, le développement personnel, j'étais voir des coachs, j'étais voir des thérapeutes, j'étais faire des conférences. Donc un jour, je me suis dit, bon, il y a peut-être un truc qui s'impose à toi, là, tu es peut-être fait pour accompagner les autres. Puis quand tu y penses, en plus, ça te réveille un truc en toi, ça te stimule. Alors que quand tu penses à continuer faire du commerce ou autre chose, ça ne te stimule pas. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait des formations pour pouvoir accompagner les autres. J'étais une pipelette quand j'étais à l'école. J'arrivais pas à suivre ce que disait le prof, ça ne m'intéressait pas, j'étais plus intéressé par mes camarades. Le fait est que le côté pipelette, aujourd'hui, c'est mon métier. Pendant longtemps, ça m'a été reproché. Mais au final, aujourd'hui, je l'utilise pour vivre. C'est-à-dire que toutes les choses que je me disais quand j'étais gamin, tiens, j'ai ça, et que mon environnement me reprochait en me disant, non, ça va pas, t'es trop créatif, t'es trop idéaliste, t'es trop pipelette, t'es trop ce que tu veux. En fin de compte, c'est ce qui fait aujourd'hui que je peux faire le métier que je fais. Mais aujourd'hui, je ne travaille pas. J'ai failli l'annuler, cette conférence. Parce qu'en termes de nombre de personnes, il n'y avait pas assez de monde. Après, c'est monté à 8, puis après, une personne qui a annulé, je me suis dit, bon, on n'est plus à 8. Honnêtement, ce soir, je fais une conférence, je ne vais pas avoir un seul bénéfice sur la conférence, il ne va rien se passer. Hein. Je suis venu vous donner de mon temps, quoi. Mais pourquoi je le fais? Parce que ça me plaît de le faire. Parce que je suis dans un domaine, dans une activité, dans quelque chose, ça me stimule. Je préfère à la limite être là avec vous et vous aider, ou vous apporter des choses qui vont vous aider, que de rester chez moi, regarder la télé. D'accord? Donc, l'idée, c'est que vous avez tous des choses que vous pouvez révéler, qui peuvent se révéler dans votre vie, et il n'est jamais trop tard pour ça. Il y a des gens qui me disent, moi quand j'avais déjà 35, 40 et je commençais à me dire, et je voyais des jeunes de 20, 25 qui commençaient à s'intéresser aux mêmes choses que moi, je me disais, oh là là, lui il a de la chance, il commence bien plus tôt, il va réussir plus vite. Mais c'est pareil, il y a des gens qui font ça à 50 ans, des gens qui font ça à 60 ans. Il n'est jamais trop tard pour retrouver dans sa vie quelque chose qui nous stimule, de se lever le matin en étant de meilleure humeur, en étant plus positif et en ayant l'impression de vivre une vie qui nous convient. C'est jamais trop tard. D'accord? Donc le coaching, qu'est-ce qui sert? Le coaching, il sert à créer du changement génératif, c'est-à-dire à générer un mouvement qui va entraîner d'autres changements et d'autres modifications. En se disant, voilà ma réalité actuelle, quelle réalité future j'aimerais pouvoir vivre en fonction de ce qui est important pour moi, en fonction de mes besoins qui me sont propres, pas des besoins de ceux qui m'entourent, de mes propres besoins à moi, de mes propres valeurs, de ce qui compte vraiment pour moi, ce qui a de la valeur, parce que ce n'est pas forcément la même chose que votre conjoint, ce n'est pas forcément la même chose que vos enfants, ou que votre famille, ou que vos parents. D'accord? Donc en gros, c'est de faire un travail sur qui je suis, qu'est-ce qui compte pour moi, et de quelle façon je pourrais construire ma vie de façon à ce que ça se construise autour de ce que je suis et de la personne que j'ai, de la vie que j'ai envie d'avoir. Sachant que l'idée, c'est pas de faire ça de façon individuelle, tout seul dans son coin, parce que ça ne marcherait pas. C'est de le faire en adéquation avec son environnement
ou si cet environnement il n'est pas propice pour que vous puissiez vous cultiver et pousser comme vous avez envie de pousser, bah, peut-être à un moment donné de vous déraciner un peu de cet environnement pour aller mettre vos racines ailleurs. Donc j'ai tendance à dire, j'avais moi quand j'étais petit l'impression d'être une orchidée dans un champ de chardon. Ça piquait. D'accord, par rapport à ce que j'étais. Et à un moment donné, qu'est-ce que j'ai fait quand je me suis rendu compte que je ne pouvais pas changer les chardons autour de moi en orchidée, et c'était ce que je m'évertuais à faire pendant longtemps. Même quand je lisais des bouquins de développement personnel, je disais aux gens, ah, tiens, regarde, change. Bah non, ils n'avaient pas envie de changer. Hein. C'était pas eux qui avaient choisi, donc ils n'avaient pas changé. Donc à un moment donné, je me suis dit, bon, bah, c'est à toi de changer. C'est-à-dire de garder un bon rapport avec cet environnement, mais de te connecter peut-être à un environnement. Il y a des personnes qui sont plus en phase avec ce que tu es et avec ce qui te ressemble. Alors j'ai pris mes petites racines, je suis parti chercher un champ d'orchidées pour pouvoir m'entourer de personnes qui sont dans le même dynamique que moi. Comme un gars qui aimerait jouer au football et qui persisterait à jouer tous les jours et tous les après-midi avec ses potes qui font du basket. Ah, mais venez, joue au foot. Et les mecs, non, on n'aime pas le foot, on joue au basket. Alors, à un moment donné, s'il veut lui s'épanouir, il va peut-être falloir qu'il aille trouver des gens qui jouent au foot. Ça n'empêche pas de rester en contact avec les gens qui jouent au basket, mais bon, bah tant pis les gars, je vais trouver une équipe de foot et puis hop, et après là, il va être heureux. Hein. D'accord ? Donc là, c'est le même principe. Et l'idée, c'est que vous êtes tous des orchidées quelque part. C'est à vous. Ou alors peut-être que vous êtes des chardons, je ne sais pas. Mais quelque part, c'est à vous, en fonction de ce qui vous anime, de ce qui vous plaît, que ce soit artistique, que ce soit philosophique, que ce soit des activités, des choses, des passions, etc., des choses qui vous intéressent. C'est à vous de vous connecter à des personnes qui vous ressemblent et qui ont des valeurs semblables, pour vous sentir que... Et alors parfois, vous allez sentir que quand vous reprochez dans un certain environnement, ou ce que vous reprochiez à vous-même, parce que vous sentiez que par rapport à l'environnement dans lequel vous étiez, vous évoluiez, ben ça vous concernait, enfin vous n'étiez pas adapté, quoi. Donc pour avoir de la reconnaissance de cet environnement, ben, vous avez un petit peu coupé des choses en vous, vous avez mis des choses de côté, d'autres dans l'ombre, enfermé dans le placard, en disant bon ça c'est pas accepté. Et en fait, quand vous vous retrouvez dans cet environnement d'orchidée, hein, vous pouvez tout ressortir du placard, vous pouvez être qui vous êtes, et là en fait tous les gens ils font ah c'est génial comme t'es. Et d'un coup vous pouvez redevenir vous-même. Et vous dire tiens c'est marrant, quand je suis moi là maintenant je suis accepté. Et c'est pas toujours les personnes les plus proches. C'est ce qu'on aimerait. On aimerait que ce soit nos proches, nos parents, notre famille, qui nous apprécient le plus et qui nous aiment le plus. Malheureusement, c'est pas toujours comme ça la réalité. C'est parfois des gens qui sont bien loin de nous, qui d'un coup se prennent d'affinité, ce qu'on appelle les amis, près des amitiés. Bon, c'est une famille qu'on choisit, quoi, quelque part. Et c'est eux qui vont avoir une espèce d'énergie pour nous, qui vont nous apprécier, quelle que soit notre façon d'être, et qui vont nous accepter comme on est. Donc ça, c'était une petite parenthèse, mais c'est important que je vous dise ça, parce que comme il y a des gens parmi vous qui se posent des questions par rapport à ce qu'ils veulent faire, où ils sont, leur environnement, etc., c'est bien de comprendre toute cette dynamique. D'accord ? Alors l'hypnose, bien sûr, si je vous parle de ça, c'est que l'hypnose ou la PNL, je reviens toujours sur ces deux approches parce qu'elles sont vraiment très proches l'une de l'autre, d'accord ? Elles se ressemblent énormément. Il y a quelques petites nuances, quelques petites différences, mais moi j'utilise toujours les deux conjointement. Et vous connaissez la PNL ? Non. Ce qu'on appelle la programmation neuro-linguistique. C'est juste l'idée de dire que notre cerveau, notre système neurologique se programme, et se programme beaucoup au travers de la communication qu'on a et des échanges qu'on a avec notre environnement. Donc le langage, la façon dont on a de parler, de se représenter les choses, etc., a un grand rôle dans la façon qu'on a eu de se programmer. Par exemple, si tous les matins, vos parents s'étaient élevés en vous regardant, en vous disant « Oh, mais qu'est-ce que tu es magnifique, mais qu'est-ce que j'ai confiance en toi, mais tu vas faire des choses super dans ta vie », ça peut être différent de quand vous regardez un enfant et que vous lui dites « Ça va pas, c'est pas comme il faut, t'es nul, il faut que tu changes ». D'accord ? C'est des mots, hein. Mais ces mots vont vous programmer et vont vous faire devenir une certaine personne. D'accord ? Donc, l'idée de la PNL, c'est de découvrir au travers de votre système de représentation, de votre langage, de votre relation à vous-même et aux autres, etc.,
comment vous fonctionnez pour ensuite vous aider à changer ces modes de fonctionnement. Et en fait, l'hypnose, finalement, fait la même chose, mais avec des processus et des procédés, des techniques qui sont légèrement différentes dans la forme, pas dans le fond, parce qu'on utilise beaucoup de processus qui se ressemblent, d'accord? Mais on va les faire un peu différemment entre la PNL et l'hypnose, d'accord? Mais on va rester sur l'hypnose. Donc, justement, je reviens rapidement sur cette notion de réalité. L'idée, c'est que les neurosciences et la physique quantique, toutes les dernières recherches sur l'humain, sur le monde, sur la façon dont il est construit, etc. Il y a même maintenant ce qu'on appelle la nouvelle biologie, hein, je vous ai parlé tout à l'heure de l'épigénétique. Ça change complètement le dogme qui était en place jusqu'à présent, et qui est encore en place pour beaucoup de scientifiques qui croient dur comme fer que la matière, c'est la matière, et c'est comme ça. Et l'ADN, une fois qu'il est comme ça, il ne va pas changer. Il y en a plein qui pensent encore ça. Pourtant, il y a des tas d'études et des tas de scientifiques en épigénétique qui montrent que, non, on peut vraiment modifier. Il suffit qu'une souris soit mise dans un certain environnement pour qu'au cours de sa vie, elle change certains trucs, elle change la couleur de ses poils, etc. etc. D'accord ? Donc ça veut dire qu'il y a des choses qui changent dans ses gènes. Donc là, l'idée, c'est votre cerveau construit une représentation de la réalité en fonction des sens et des informations qu'il a reçues de l'environnement qui l'entoure. D'accord ? Donc on a 5 canaux sensoriels. On en a plus, puisqu'on a aussi un sens qui est lié à l'équilibre, c'est-à-dire dans notre oreille interne, on a un système qui nous permet de pouvoir garder l'équilibre, qui est en rapport avec la gravité, etc. En fait, on a plein de sens, d'accord ? Mais ceux qu'on a coutume d'utiliser, c'est la vue, qui est un des sens les plus importants, d'accord, qui prédomine les autres. Quand on a la vue, on a souvent une prédominance sur le visuel. Il y en a certains qui sont très, très auditifs, mais l'auditif, le kinesthésique qui englobe le gustatif et l'olfactif. Avec ces 5 sens, qu'est-ce qu'on fait ? L'environnement qui nous entoure, en fait, nous bombarde d'informations. Des photons, tout ce que vous voulez, c'est des informations, des vibrations qui viennent de partout. Et qu'est-ce que fait notre petit groupement de cellules, là, pour arriver à survivre ? Ils mettent en place il y a un certain nombre d'organes qui, ça va saisir tel et tel type de fréquence, les yeux vont saisir d'autres types de fréquences, le toucher et la peau va saisir d'autres types de fréquences. Et au travers de ces différentes fréquences, en sachant que vous avez, si on prend tout ce qui compose l'univers, ça va partir d'une certaine fréquence à une autre fréquence, d'accord ? Et nous, on va capter des petites franges comme ça de cette réalité avec nos sens. Et au travers de ce qu'on va capter, de ce peu d'informations qu'on va capter, notre cerveau va nous construire une espèce de monde virtuel 3D qui va nous montrer comme ça devant nous. Mais ce que vous voyez devant vous est construit dans votre cortex visuel à l'arrière de votre tête. Ce n'est pas vos yeux directement qui voient. L'information passe par vos yeux, est captée par la rétine, par certains... Vous avez un système nerveux à l'intérieur de vos yeux, des neurones, d'accord, qui sont hop, les informations passent, tac, 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 tac. Il y a déjà des capteurs sensoriels, il y a déjà des choses qui sont en relation avec les émotions, qui sont déjà sur les canaux. Donc si vous êtes en train de voir quelque chose, il y a déjà une information émotionnelle qui est déjà en train de se propager dans votre corps. D'accord ? Et ça va passer par votre cerveau limbique qui va interpréter toutes ces informations, hein, et ça va passer ensuite au niveau du cortex visuel. Et puis une fois que c'est créé au niveau du cortex visuel, pouf, ça revient, c'est réfléchi par votre conscience qui prend conscience de ce que vous êtes en train de vivre. Sachant qu'il y a des tas de choses que vous pensez voir, ou que vous pensez qui n'existent pas parce que vous ne les voyez pas, mais c'est tout simplement parce que vous n'êtes pas câblé, vous n'êtes pas configuré pour les capter. C'est comme si vous demandez à une radio de vous montrer une image télé. Elle va dire, non, elle ne peut pas, elle ne capte pas les fréquences de la télé. Si on demande à une télé de capter certains trucs, sans certains tuners ou la TNT par exemple, elle va capter certaines chaînes avant, les hertziennes, mais elle n'aurait pas capté les chaînes de la TNT parce qu'elle n'était pas adaptée à ça. Votre corps, il n'est pas fait pour capter toutes les informations. La preuve, c'est que si c'était le cas, vous capteriez les fréquences radio par exemple. Et du coup, vous entendriez les chaînes radio dans votre tête. Parce qu'elles sont là autour de vous. Mais votre corps ne les reçoit pas. Il faut un appareil spécial.
D'accord? Et votre corps est un appareil biologique, mais c'est un appareil. Donc, ça veut dire que nous construisons le monde alors que nous pensons le percevoir. Alors, du coup, la réalité que nous croyons être extérieure, la réalité que tout le monde partage, que tout le monde voit, et qui est la même pour tous, certainement, puisque si je la vois comme ça, tu dois la voir comme moi, ben non, pas tout à fait. Oui, on va se mettre d'accord sur un certain nombre d'éléments, d'informations, mais malgré tout, il y a un certain nombre de choses que peut-être l'autre à côté de moi voit ou perçoit que moi je ne perçois pas de la même façon, que je n'interprète pas de la même façon. Donc mon monde dans ma tête, là c'est ma réalité à moi, c'est mon monde, qui est différent du monde de l'autre. Pour autant, il n'est pas plus juste ou plus vrai que l'autre. Donc une fois que les informations sont filtrées, que nos processus mentaux ont modélisé cette réalité dans notre tête, ben, en fait on a un modèle du monde qui est subjectif, qui nous appartient, et du coup c'est pas plus vrai pour nous qu'on n'est pas plus dans la vérité qu'un autre par rapport à ça, même si on trouve beaucoup de gens autour de nous qui sont d'accord avec nous, alors du coup si on a la majorité, on va dire mais c'est nous qui avons raison. Hein, un peu comme tous ceux qui pensaient que la Terre était plate à l'époque. Ils étaient tous d'accord avec le fait que la Terre était plate, et quand il y en a un qui est arrivé et qui a dit la Terre est ronde, ben, il a eu quelques petits soucis. Il était tout seul. Et pour autant, c'est lui qui avait raison. Ce n'est pas forcément la majorité qui a raison. D'accord? C'est d'ailleurs souvent pas le cas. Tout, comme la carte n'est pas le territoire qu'elle représente, c'est-à-dire que quand vous avez un monde, le monde qui vous entoure, ben, c'est un peu comme si vous faisiez une carte par exemple d'un immeuble. Quand vous regardez le plan ou la carte d'un immeuble, ce n'est pas l'immeuble en lui-même, ce n'est qu'une représentation 2D de l'immeuble. Après, vous pouvez faire une représentation 3D de l'immeuble qui va avoir certaines caractéristiques, mais qui n'aura pas forcément toutes les caractéristiques de l'immeuble. Vous n'allez peut-être pas voir vraiment le crépi, certaines choses. Ça va être mappé. Vous pouvez vous rapprocher de la réalité, mais sans que ce soit la réalité en elle-même. C'est pas du mur, c'est du virtuel, c'est de l'image. Vous voyez ? Parce que vous voyez là autour de vous, c'est la carte du monde qui est dans votre tête. Le modèle que vous vous êtes construit. Mais ce n'est pas le monde tel qu'il est réellement. Est-ce que pour l'instant, ça va, ce que je veux dire? Alors, c'est une bonne nouvelle à ça. C'est que ce n'est pas la réalité qui vous entoure qui vous empêche de vivre votre vie et d'être bien, etc. C'est pas ça qui vous limite. Et c'est souvent ça qu'on croit. Parce qu'à partir de ma vision, de ma posture, de l'angle sous lequel je vois les choses, je vois des limites, parce que mon cerveau n'est pas capable de me trouver des solutions à certains problèmes, certaines difficultés. Donc pour moi, c'est une limite. J'ai pas d'argent, je n'ai pas trouvé de solution pour en gagner plus. Pour moi, la réalité, c'est que j'ai pas d'argent, que c'est pas possible d'en gagner plus, et qu'il n'y a pas suffisamment d'argent dans le monde pour moi. C'est pour les autres, mais pas pour moi. Ça, c'est une grosse croyance limitante, d'accord? Parce que de l'argent, la personne, elle peut en trouver du jour au lendemain. Si elle a une idée lumineuse ou si elle fait des choses différentes. Ok? Et une autre personne à côté d'elle qui serait dans la même situation, dans le même cas de figure, ça se trouve, elle trouverait des solutions. Des fois, vous avez des frères qui sont élevés ensemble, et il y en a un qui devient riche et l'autre qui reste pauvre. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y en a un pour qui dans le monde il y a de la richesse, et puis l'autre, dans le monde il n'y a pas de richesse. En tout cas, pas pour lui. Mais c'est sa réalité à lui qui fait qu'il est comme ça. D'accord? Parce qu'à un moment donné, il n'a pas développé une certaine façon de voir les choses. Donc en gros, c'est en fonction des lunettes avec laquelle la représentation qu'on se fait des choses et des lunettes avec laquelle on regarde le monde, on va filtrer certaines informations, etc. Puis on va se créer quelque chose. Donc la bonne nouvelle, c'est que si votre réalité actuelle ne vous convient pas, celle que vous vous êtes créée dans votre tête, celle que vous vous êtes construite ne vous convient pas, eh bien changez-la. Alors c'est facile à dire. C'est pour ça que l'hypnose, la PNL ou d'autres types de thérapies peuvent vous aider, la méditation peut beaucoup aider, le sport peut beaucoup aider. Parce que votre cerveau, comme je disais tout à l'heure, il est le résultat, votre façon de penser est le résultat de la chimie interne de votre corps aussi. Ça va dans les deux sens. Autant votre pensée va créer une chimie, autant la chimie va créer une pensée. Donc si la chimie actuelle de votre corps n'est pas au top, et que vous faites zéro sport, vous faites pas attention à votre alimentation,
et vous ne faites pas un certain nombre d'exercices physiques ou même mentaux, de méditation, de ci, de ça, bah, vous allez rester dans un certain engrenage, dans un certain système de fonctionnement, parce que votre corps, à un moment donné, quand il trouve un mode de fonctionnement, bah, par confort, il reste dedans. Alors que vous dites, mais c'est pas du tout là que je veux être. C'est pas du tout ça que je veux vivre. Ah oui, mais c'est votre cellule, vos cellules, elles sont pas... C'est le commandant, hein, c'est vous, c'est le conscient, hein, qui doit donner les ordres au corps pour dire voilà ce qu'on va faire, voilà ce qu'on va devenir. Le corps n'est pas toujours d'accord. C'est ça qu'on va voir après. D'accord? Mais, parce que lui, il reste sur son mode de fonctionnement en disant non, nous, on veut toujours la même chimie. On a été habitués. On a développé, toutes les cellules ont développé sur leur membrane extérieure des petits récepteurs, des petites bouches, quelque part, pour se nourrir de cet environnement chimique. Et puisque ça fait 6 mois que tu es là-dedans, il y a eu des tas de cellules qui se sont développées, des nouvelles cellules. Et comme on avait toujours la même nourriture, eh ben, on a développé encore plus de récepteurs, encore plus de bouches pour manger de cette nourriture-là. Maintenant, tu veux nous l'enlever. Parce que tu vas penser différemment. Ça va créer une autre chimie dans le cerveau, d'autres neurotransmetteurs, d'autres messagers, d'autres peptides, d'autres... En fait, c'est les protéines. D'accord? Les petites protéines. Et les cellules, du coup, elles vont se retrouver en carence du truc qu'elles ont d'habitude. Elles vont être obligées de développer de nouveaux récepteurs. Alors, la petite protéine, la petite neuropeptide que vous aviez depuis quelque temps, qui correspond à votre tristesse, à votre colère, à l'état que vous ressentez comme étant de la tristesse ou de la colère, etc., et qui est qui sont des substances physiques. C'est pour ça que d'ailleurs les psychiatres, pour réguler votre chimie et vous permettre de vous sentir mieux, vous donnent des molécules chimiques pour changer cette chimie interne et réguler cette chimie interne. De façon à ce que vous puissiez voir le monde différemment. Alors on va prendre un antidépresseur, on va prendre un ci, on va prendre un ça. D'accord? Parce que j'ai plus la capacité de sécréter moi-même mes propres hormones, mes propres systèmes endogènes. Alors je suis obligé de prendre quelque chose qu'on appelle exogène, une molécule qui vient de l'extérieur et qui va réguler ça. Sauf que tant qu'il y a la molécule d'extérieur, ça va. Et le jour où je l'arrête, rien ne va plus. Et même parfois, je prends cette molécule chimique qui va, elle, enclencher d'autres déséquilibres intérieurs, qui va faire qu'il va y avoir des effets secondaires. Et alors que j'étais déprimé, je voulais être plus déprimé, je vais me retrouver plus déprimé, mais par contre je vais rien dormir la nuit, alors il va falloir que je prenne une autre substance chimique, tac, tac, tac. Enfin bref, je vais me retrouver avec plus d'énergie, mais je dors plus la nuit. Ah bah mince, alors il faut que je prenne un hypnotique. Alors pouf, je prends une autre molécule chimique. Et à la fin, les gens ils se retrouvent dans des systèmes parfois qui s'en sortent pas. Ça dure. Et le corps s'habitue à ça, et de nouveau il crée une nouvelle dépendance. D'accord? Les petites cellules, elles développent les petits récepteurs pour avoir cette chimie. Donc, quand vous dites à votre corps, ou quand vous commencez dans votre tête à vous dire « j'ai envie de changer », je pense à une vie autre, je pense à des émotions autres, et ben là d'un coup, il y a tout, à l'intérieur, il y a une espèce de petite voix que vous entendez. T'es sûr? T'es sûr que tu vas faire ça? Non, parce que là, ça se trouve, ça va mal se passer. Non, puis si demain tu vas trouver un emploi, ça se trouve que tu ne trouveras pas. Et reste à la maison, continue de faire comme d'habitude, mange ton chocolat, fume tes cigarettes. Vous voyez? Pourquoi? Parce que c'est l'ensemble de votre corps, l'ensemble de vos cellules qui sont en train de dire non, non, attention, là, tu vas nous bousculer et tu vas nous faire encore un changement. Donc le changement au départ, il a du mal à être accepté par l'organisme. Vous avez intérêt de maintenir un certain effort, un certain nombre de jours pour que les cellules se reproduisent avec certains autres récepteurs, que le système nerveux commence à se reconfigurer, et que ça commence à rentrer en profondeur dans votre corps et que ça devienne une nouvelle réalité physiologique qui va créer une nouvelle réalité aussi psychique. D'accord? Alors, est-ce que vous voyez toute cette femme tourner? Juste pour voir si on perçoit tous la réalité de la même façon. Vous la voyez tourner, cette femme? Ouais. Je vais vous demander d'être un peu réactif, d'accord, et de lever vos mains. Donc, tout le monde la voit tourner dans le sens des aiguilles d'une montre? Non? Alors, qui la voit tourner? Levez la main, qui la voit tourner dans le sens des aiguilles d'une montre? Qui la voit tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre? Ok? Ça change. Ah, qui la voit changer? Alors, levez la main ceux qui la voient changer. Qui ne la voit pas changer? 3. 4 qui la voient changer, 3 qui la voient pas changer.
Qui la voit tout de suite maintenant dans le sens des aiguilles d'une montre? Ok? Qui la voit dans le sens inverse des aiguilles d'une montre? Toi. D'accord. Bon, qu'est-ce qui se passe là? Vous êtes 7? Vous êtes 7? Vous voyez tous une femme tourner, sauf qu'il y en a qui la voient changer, tourner dans un sens, tourner dans l'autre, d'autres qui la voient toujours dans le même sens depuis le départ, et à l'instant T, il y en a qui la voient dans un sens et il y en a d'autres qui la voient dans l'autre sens inverse. C'est bizarre. D'accord? Comment? Elle vient de changer encore. Ah, elle vient de changer. Bon, non, Ouais, elle n'a jamais changé. elle n'a jamais changé. Voilà. Alors là, vous vous dites, Voyons, on est fou. voilà. Là, vous vous dites, alors ou je suis fou, ou alors c'est l'autre. Alors on va se dire, non, mais c'est l'autre qui a un problème, bien sûr, la plupart du temps. Quand quelqu'un ne partage pas notre avis ou notre vision des choses, on est bien obligé de se trouver une raison. Alors soit on s'auto-dévalorise notre point de vue, et on se dit, parce que l'autre il insiste tellement, et puis ça peut tellement aller au conflit qu'au bout d'un moment on finit par adopter une attitude de bon, ok, t'as raison, et c'est moi qui dois avoir tort, et on finit par s'auto-flageller et se dire, ça va pas. Par exemple, quand vous avez des parents, vous avez un de vos parents ou des frères et sœurs qui ont une emprise et qui vous disent non, c'est moi qui ai raison, c'est moi. Vous ne voulez pas le conflit, ou non, vous finissez par dire d'accord et vous demandez si vous n'avez pas un problème et que vous ne voyez pas le monde de travers. Parce que vous ne voyez pas les choses comme eux. D'accord? Ou alors vous faites le contraire. C'est-à-dire que c'est vous qui prenez le dessus sur les autres, vous imposez votre loi aux autres pour que les autres ils comprennent que la réalité c'est la vôtre, que c'est vous qui avez raison. Et comme les autres ils vont avoir tendance à faire ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire dire ah bah non j'ai pas envie d'aller au conflit, ok je te dis d'accord, quelque part vous leur imprimez une certaine vision du monde et vous les soumettez à votre vision et à votre avis, à votre... Mais parfois vous pouvez avoir des visions de base qui sont très différentes. Et ça ne veut pas dire qu'il y en a un qui a raison ou l'autre qui a tort, comme tout de suite. Personne n'a raison, personne n'a tort. Elle tourne, on ne sait pas dans quel sens. C'est une séquence d'images qui est faite de telle manière que ça donne l'illusion de tourner, mais ça ne tourne pas. Là, elle tourne pas. Enfin, si ça tourne, mais c'est une séquence en fait. Il y a une image qui est dans un sens, une image qui est dans comme ça, une image qui est comme ça, tac tac. Et en fait, selon comment votre cerveau, à quel rythme est votre cerveau, si vous utilisez votre hémisphère gauche-droit, etc., on fait tout un truc. Ça fait que vous allez avoir tendance, votre cerveau va avoir tendance à vous raconter l'histoire qu'elle tourne dans ce sens-là et à créer une cohérence. Et alors pour certains, elle fait comme ça. Pour d'autres, elle fait comme ça. Pour d'autres, elle fait comme ça. Pour d'autres, elle fait... Vous voyez? Donc ça dépend du cerveau avec lequel vous la regardez. En fait, la réalité n'existe pas d'une façon absolue. Enfin si, sûrement, mais nous, êtres humains, bah, ça dépend des cerveaux qui la regardent en fait. Selon le cerveau qui la regarde, il ne va pas la voir de la même façon. Vous prenez un chinois, vous prenez un black, vous prenez dans certaines situations de vie, ils ne vont pas du tout percevoir. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas été cultivés dans le même. Les cerveaux ne sont pas formés de la même façon, avec les mêmes bases, les mêmes fondamentaux de culture, de religion, de façon de voir les choses. Et du coup, bah, ça fait que le cerveau à ce moment-là ne capte pas du tout la même chaîne, quoi. D'accord? C'est ça la réalité. Il y en a qui allument la télé et qui voient Gulli, ou qui voient Disney Channel, lunettes roses. Ouais, la vie est belle, ça chante, ça danse, c'est léger et tout ça. C'est beau, on fait du surf, on a plein d'amis, c'est la fête, d'accord? Et il y en a d'autres qui se lèvent et ils voient LCI ou je ne sais quelle chaîne BFM TV, où on voit des images qui tournent en boucle avec des explosions, des attentats, et les personnes se disent oh là là, mais qu'est-ce que le monde, il est horrible, il est dur. Non, la réalité, c'est qu'il y a tout ça dans le monde. Il y a autant de paradis que d'enfer, autant de merveilles et de choses qui se passent super bien à un moment donné, des naissances qui sont en train de se passer pendant que d'autres sont en train de mourir. Et c'est en permanence comme ça. Mais si je focalise mon attention que sur ceux qui meurent, ah bah oui, je vais avoir l'impression que le monde est un enfer. Si je focalise l'attention sur ceux qui vivent, bah je vais avoir l'impression que le monde est un paradis. Comme disait Lao Tse, la beauté est dans l'œil de celui qui regarde. Moi, je peux vous montrer cet objet, je peux vous dire, ouais, c'est beau. Il y en a qui vont le trouver beau, il y en a qui vont le trouver moche. Il y a peut-être un photographe ou un artiste qui va dire, ah mais c'est génial. Il va faire une photo, un truc, il va... Oh, ouais, l'art sublime certaines choses.
Mais c'est l'artiste qui sublime, c'est l'œil de l'artiste. On peut prendre un bout de papier comme ça, plié sur une table, faire une photo, faire... Et vous allez dire, c'est magnifique, mais c'est juste un bout de papier, c'est juste que vous ne l'avez jusqu'à présent pas regardé sous cet angle-là. Puis après, une fois que ça va être imprimé dans votre cerveau, vous allez voir une exposition sur des bouts de papier pliés. Et après, quand chez vous, vous allez avoir un bout de papier plié sur la table, d'un coup, alors que d'habitude, vous dites, mais qu'est-ce que c'est que ce bout de papier, il faut le jeter à la poubelle, d'un coup, vous allez le regarder en disant, ah mais regarde, c'est trop bien. Tu veux le jeter, non? Ah non, non, jetez pas, on va faire une photo. Et là, vous changez toute votre relation au monde. D'accord? Donc l'hypnose, c'est quoi l'hypnose? Vous avez une idée de ce que c'est? Une définition à donner?